Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 5 avril. Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures électriques. Elles s'installent dans les Yvelines et elles devraient s'accroître cette année grâce au déploiement du réseau du syndicat d'énergie des Yvelines. Pendant 3 jours se déroule la 25e édition du SIDAction, mais samedi, c'est aussi la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Raideur musculaire, ralentissement des mouvements ou encore tremblement. Nous recevrons en plateau Jean-Jacques Butini, membre du comité France Parkinson des Yvelines. Visite du 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, première biennale d'architecture et de paysage à Versailles ou encore nouveau bus dans l'agglomération. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Avant de débuter ce journal, retour sur le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s'est déroulé hier soir. Les élus ont notamment débattu sur les taux de fiscalité. Concernant la taxe d'habitation, le taux restera en 2019 similaire à celui de 2018 avec 5,92%. Même chose pour le taux de cotisation foncière des entreprises. Il demeure à 23,20%. Des décisions prises afin de préserver l'activité et l'attractivité du territoire selon la majorité. Concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le débat s'est révélé plus houleux. Les différentes communes devant parvenir à un taux unique en 2021, certaines vont connaître plusieurs hausses. À Montigny-le-Bretonneux, le maire a exprimé sans succès le souhait de reporter cette hausse. Et puis, côté mobilité, on notera que la vélostation en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines va proposer des offres promotionnelles et des tarifs réduits. Une offre Véligo va aussi voir le jour avec de nouveaux services. Recharger son véhicule en pleine rue, Port-Marly a sauté le pas. La commune yvelinoise est l'une des premières à s'être équipée. Elle fait partie du réseau SEMA-Bornes, un programme d'installation de bornes électriques du syndicat d'énergie des Yvelines et d'Enedis. Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. Un geste que Port-Marly aimerait voir se développer. La commune de 6 000 habitants vient de se doter de 2 nouvelles bornes de recharge pour les véhicules électriques. Nous sommes traversés par 2 voies grande circulation et avec ce que cela comporte comme nuisance, pollution sonore et pollution de l'air. Ça nous conforte évidemment dans une action. Et cette action en faveur des véhicules électriques est évidemment importante pour nous. Un dispositif accessible grâce à un badge à prendre auprès du syndicat d'énergie des Yvelines. Plus de 140 bornes seront installées d'ici la fin de l'année 2019 dans le département. Parce que le développement à grande échelle des bornes électriques, comme le prévoit d'ailleurs le récent projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, à l'horizon 2030, c'est 7 millions de bornes qui sont prévues. Ces 7 millions de bornes, il faudra les raccorder sur le réseau public d'électricité et donc ça nécessitera d'adapter ce réseau. Le budget global de l'installation dans le département est estimé à 1 million d'euros. 76 autres communes sont concernées, dont Maurepas et Plaisir. Troubles du sommeil, de l'attention, modification de l'humeur ou encore tremblement. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative. Ce samedi se déroule la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Avec nous pour en parler en plateau, Jean-Jacques Butini, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité France Parkinson des Yvelines et vous souffrez également de cette maladie. Quels sont vos symptômes ? Alors, les symptômes sont déjà progressifs, mais ils sont caractéristiques de la maladie, c'est-à-dire on a des mouvements qui sont ralentis, on a des tremblements, on a aussi des rigidités, des blocages, etc. Donc la liste n'est pas exhaustive et la pathologie touche chacun de manière un peu différente. Et alors, la particularité de la maladie, c'est qu'en plus de ces caractéristiques générales, on a aussi une non-linéarité de l'état dans la journée, c'est-à-dire qu'on a des périodes où on est un peu comme une lumière éteinte et allumée, ce qu'on appelle on ou off, et donc c'est difficile de planifier sa journée en conséquence. Et puis chaque malade a des caractéristiques particulières, comme je le disais. Donc il est important pour les malades de bien connaître ses propres caractéristiques pour pouvoir en parler avec les professionnels de santé et puis qu'eux soient bien à l'écoute pour adopter le traitement.
Les troubles de la marche parkinsonienne touchent plus d'1 million de personnes en Europe. Vous avez donc des douleurs fréquentes, si ce n'est quasi permanentes. Quel est le plus dur pour vous ? Alors le plus dur, c'est-à-dire surtout au niveau de la lenteur des mouvements, et puis les douleurs, c'est qu'elles sont de deux natures. Vous avez donc les douleurs qui sont spécifiques de la maladie, comme par exemple quand vous êtes un peu plus rigide, ça génère des crampes. Donc ça, c'est des maladies, c'est un exemple, mais qui montre que ces douleurs sont spécifiques de la maladie. Et en plus, quand on est atteint de la maladie de Parkinson, on a une sensibilité supérieure aux douleurs habituelles. Ça a donc un impact social fort ? Alors oui, parce qu'on est quand même moins mobile. Comme je disais, on a plus de difficultés à planifier ses activités. Et puis quand on est en public, c'est très compliqué parce que quand vous avez quelque chose à payer, on le voyait dans le reportage d'introduction, on tremble, on renverse, on a du mal à fabriquer ses gestes. Donc ça prend du temps, ça agace les clients qui sont derrière. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de changer un peu la connaissance que le public a de cette maladie pour adapter son comportement aussi. Ne pas se sentir seul malgré la maladie. Pour parler de vos douleurs et ressentis, des réunions d'information et d'échanges entre malades sont organisées dans les Yvelines, plus particulièrement à Versailles et Rambouillet. Yann Plantec a animé une réunion à Rambouillet et m'a fait part d'un constat. Écoutez. La maladie n'est pas bien encore connue. Les médecins verront peut-être 1 ou 2 patients dans leur carrière, donc c'est pas énorme. Il y a quand même 220 000 malades en France. Les neurologues sont plus spécialisés dans la maladie de Parkinson, mais pas tous. Donc l'annonce du diagnostic, c'est déjà un choc. Et après, on trouve des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à cette maladie particulière, quoi. Une réaction, que pensez-vous de la prise en charge de cette maladie ? Alors je confirme ce que dit Yann. C'est vrai que les professionnels de santé ne sont pas tous au même niveau d'information sur cette maladie. Donc il faut, d'ailleurs les réunions mensuelles d'échange permettent justement de donner les bonnes adresses des professionnels qui peuvent vraiment nous accompagner. Alors j'aurais complété, il y a encore 2 autres antennes dans les Yvelines, qui sont sur Mantes-la-Jolie et Saint-Germain-en-Laye, qui organisent aussi des réunions mensuelles d'échange. C'est important parce que ça réunit les malades et leurs proches. Donc ça permet aussi d'avoir plusieurs visions des effets de la maladie, comment on peut s'en sortir, etc. Alors, vous l'avez dit, pendant ces réunions, vous échangez les bonnes adresses de praticiens, également ostéopathes, hypnose, relaxation ou encore sophrologue, mais aussi des lieux pour pratiquer une activité physique. Stimuler vos muscles, c'est important ? Alors effectivement, donc on pense rapidement aux approches thérapeutiques, donc les médicaments, éventuellement les opérations pour les cas les plus extrêmes. Mais il y a des compléments essentiels, c'est l'activité physique, et puis toutes les approches cognitives et comportementales, donc la relaxation, et des activités de mouvement comme le yoga, le tai chi, le qigong. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet d'apprendre à se relaxer, à se détendre, à oxygéner par la respiration. Donc c'est quelque chose qui est très important et qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, de façon à développer plusieurs approches, plusieurs savoirs. Un savoir pratique, c'est-à-dire connaître bien sa maladie pour pouvoir en parler avec les professionnels, et un savoir-faire aussi théorique, c'est l'inverse, c'est le savoir pratique des activités physiques. Savoir théorique, c'est pouvoir en parler avec les professionnels. Un savoir agir ou réagir, c'est-à-dire quand on est en situation de stress, comment on doit pouvoir se comporter sans être débordé. Et puis un savoir-être, c'est-à-dire que ce que disait Yann est exact, c'est un choc, donc il faut arriver à accepter cet état et puis arriver à vivre avec. Donc on ne peut pas être en permanence en disant avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, parce qu'on déprimerait vite. Donc il faut arriver à une phase d'acceptation et puis de positivation de l'avenir. Donc pour vaincre cette maladie, il n'y a pas que les médicaments, surtout qu'en ce moment il y a des pénuries. Alors effectivement, il n'y a pas que les médicaments, d'autant que les pénuries de médicaments sont récurrentes. Et donc l'association, par la voix de son président, a fait des actions fortes auprès des autorités de santé. Donc, en résumé, ce qu'on peut regretter, c'est que la France n'a pas
d'indépendance d'approvisionnement ou de sécurité d'approvisionnement. Les médicaments sont majoritairement fabriqués à l'étranger et on est dépendant des décisions de ces laboratoires étrangers pour la fourniture aux médecins, aux malades. Ce samedi 6 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Il y aura un stand représentant les Yvelines sur l'événement à la Cité des Sciences à Paris lors de cette journée. Que propose France Parkinson ? Alors, il y aura plusieurs stands. Donc, il y a effectivement le comité France Parkinson des Yvelines qui sera parmi les autres comités Île-de-France. Il y aura des stands pour mieux comprendre la recherche spécifique pour Parkinson. Il y aura effectivement aussi un stand pour les cures, parce que c'est efficace aussi, et puis des librairies. Ensuite, il y aura bien sûr des conférences très, très intéressantes. Donc une conférence le matin sur les aspects psychologiques et cognitifs de la maladie, donc par Thierry Ergueta, qui est psychologue. Et l'après-midi, on aura donc deux conférences qui traitent du thème « Nouvelles approches dans la maladie de Parkinson ». Donc ça, c'est important. Et ça se passe de 10h à 17h30 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. L'entrée est libre et gratuite. Merci Jean-Jacques Puttini. Je le rappelle, vous êtes membre du comité de France Parkinson des Yvelines. Depuis peu. Merci de votre invitation. Aujourd'hui également, c'est le lancement de la 25e édition du SIDAction. Pendant 3 jours, ils rappellent, comme leur slogan l'indique, que le virus du sida est toujours là. Le nombre de nouvelles infections chez les 15-24 ans a augmenté de 24% depuis 2007 en France. C'est également en hausse chez les seniors de 22% depuis 2008. Pour soutenir la recherche et permettre un accès aux traitements et aux soins pour tous, un numéro pour les dons, le 110. Et tout de suite, on passe au reste de l'actualité de la semaine. L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay organisait une visite ce jeudi sur le thème de l'innovation à Vélizy-Villacoublay. Dassault Systèmes permet à des start-up du monde entier de profiter de ces technologies grâce au 3D Experience Lab découverte. Lancé par Dassault Systèmes il y a un peu plus de 3 ans, le 3D Experience Lab est un laboratoire d'innovation ouvert basé à Vélizy-Villacoublay. Objectif pour le leader mondial des logiciels de création 3D, mettre sa technologie au service de scientifiques. On a un modèle de cœur parfaitement exact qui permet à des médecins et à des biologistes d'appréhender le fonctionnement d'un cœur à des fins pédagogiques ou pour préparer une intervention. Sur ce campus, Dassault Systèmes accompagne également des start-up qui développent des produits physiques capables d'améliorer la vie quotidienne, l'environnement urbain ou les modes de vie. Avec 3D Experience Lab, elles peuvent bénéficier de l'aide des experts et spécialistes pour prototyper et industrialiser leurs innovations. L'objectif, c'est de passer du niveau local où on accompagne un réseau local d'innovateurs à un niveau global et faire en sorte que ces écosystèmes puissent collaborer les uns avec les autres, se challenger, apprendre ensemble, entreprendre ensemble, parce que vous savez, quand vous avez une bonne idée quelque part, vous pensez être le seul à avoir l'idée, au même moment de la planète, vous avez une dizaine d'autres personnes qui ont exactement la même idée, et donc de faire rassembler, c'est important. Rise Robotics est une entreprise américaine créée en 2011 à Boston. Spécialisée dans la robotique, elle a développé une technologie qui remplace les systèmes de vérins hydrauliques et collabore avec Dassault Systèmes. À l'origine, Rise utilisait SolidWorks, qui est un produit de Dassault Systèmes pour designer nos prototypes et simuler des tests. Avec le temps, nous avons trouvé des ressources nécessaires pour des projets de management, de fabrication et plein de choses de Dassault Systèmes pertinentes pour Rise Robotics. Aujourd'hui, 3D Experience Lab dispose également de bureaux physiques à Boston, en Inde et bientôt en Chine. C'est une première. Le 4 mai prochain, la ville de Versailles accueillera la Biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France, une manifestation où se mêlera échanges, rencontres et débats aux 4 coins de la cité royale. BAP, 3 lettres pour découvrir l'architecture à travers des lieux de patrimoine, des colloques ou encore des expositions. La première biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France ouvrira ses portes le 4 mai prochain à Versailles. Un moment de réflexion autour de ce thème, l'homme, la ville et la nature.
La grande interrogation aujourd'hui du moment en termes d'urbanisme, c'est le mariage entre la nature et l'urbain. Et ça, c'est devenu une question prioritaire compte tenu de la préoccupation écologique. Et donc, tous les architectes, tous les urbanistes pensent différemment depuis le début de ce nouveau millénaire et ont mis la préoccupation environnementale au cœur de leurs travaux. Durant 71 jours, le public pourra notamment découvrir 6 expositions réparties sur plusieurs lieux, au château de Versailles, au potager du Roi, dans les écoles nationales supérieures d'architecture et du paysage. Le choix de la cité royale pour accueillir cette biennale s'est presque imposé de lui-même. La mettre ici, dans cette école d'architecture, dans cette école du paysage, dans cette avenue de Paris, où il y aura une extraordinaire exposition photo, la relier au château de Versailles, au potager du Roi, ça faisait du sens. Et puis, évidemment, nous avons à Versailles des centaines de milliers de touristes, ce qui fait des centaines de milliers de visiteurs potentiels pour la biennale. Lors de ce rendez-vous, le public pourra également découvrir les projets et les ambitions du Grand Paris Express lors d'une exposition au sein de l'ancienne Poste. Architecture toujours, les travaux du centre-ville de Maurepas sont en cours depuis octobre dernier. Des dizaines d'ouvriers travaillent pour redonner une nouvelle jeunesse au quartier. La livraison est programmée pour juillet prochain. Les travaux du centre-ville de Maurepas avancent. Depuis octobre dernier, des dizaines d'ouvriers travaillent pour redonner une nouvelle jeunesse au quartier. L'ancien sol goudronné a laissé place à du granit et un nouvel escalier a déjà été construit. C'est surtout de redonner de la visibilité à nos commerces de proximité parce que quand on arrive dans le centre-ville de Maurepas, on s'est aperçu qu'on avait un gros bouchon qui avait été construit dans les années 80 dans sa seconde phase avec, vous le savez, le bâtiment du kiosque Fleury qui lui a été détruit où le commerce de proximité des fleurs a été déplacé un peu plus loin. Donc de retrouver de la visibilité, mais aussi de retravailler les ambiances, les éclairages, de replanter des arbres, des plantes. Bref, de retrouver un centre-ville plus qualitatif, plus commerçant également. Au total, 64 commerces de la ville sont concernés par ces travaux. Ce traiteur est installé depuis 13 ans dans le centre-ville. C'était des travaux qui étaient nécessaires, ça c'est vrai, mais bon, un peu trop long en délai, c'est surtout ça. Nous, pour le commerce, c'est un petit peu compliqué, mais bon, autrement, pour moi, c'est que du positif. Je suppose que ça peut qu'embellir Maurepas. Coût total de l'opération, 1,4 million d'euros financés en partie par la région et Saint-Quentin en Yvelines. La commune investit quant à elle 800 000 euros dans le projet. Ces 800 000 euros qui sont injectés pour l'avenir, puisque là on est vraiment sur une première phase de restructuration du centre-ville, parce qu'évidemment il y aura d'autres phases dans les années qui viennent, parce qu'on se projette aussi à long terme, et c'est un investissement vraiment à long terme, et on en avait bien besoin. La livraison définitive de ce centre-ville flambant neuf est programmée pour le mois de juillet. Vous les avez peut-être aperçus ou même empruntés, un design plus moderne et une conduite silencieuse. 3 nouveaux bus 100% électriques ont été mis en circulation ce lundi dans Saint-Quentin en Yvelines. Les premiers de la région Île-de-France, Marilène Yapichino vous embarque. 3 nouveaux bus avec des sièges bleus pour les places traditionnelles, rouges pour celles réservées aux personnes prioritaires, des lampes à LED et même des ports USB. Île-de-France Mobilité et la RATP présentaient les véhicules vendredi 29 mars. Voilà, donc voilà la prise de charge. Donc là, vous branchez le bus comme une voiture. Plus que leur design extérieur, la nouveauté vient surtout de ce qu'ils ont sous le capot. Des batteries. Les bus du constructeur français sont 100% électriques. Nous rentrons aujourd'hui dans une nouvelle ère de transition énergétique et de véhicules propres. Et c'est là pour nous l'occasion de rentrer dans cette nouvelle ère, aussi d'apprendre ces matériels roulants qui sont nouveaux, une nouvelle technologie, et d'en profiter pour que nos conducteurs s'adaptent à cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, on a des véhicules électriques qui arrivent. On va avoir une expérimentation sur des bus à hydrogène dans quelques mois. Et donc, c'est important parce qu'on ne peut pas continuer en Île-de-France à tourner avec des véhicules diesel tout le temps. 250 km d'autonomie pour des bus qui circulent en moyenne entre 180 et 220 km par jour. Ils seront rechargés au dépôt chaque soir. Les chauffeurs apprennent dès à présent à pratiquer une conduite économique. Et en bleu, vous récupérez l'énergie, vous rechargez les batteries. Vert, vous avez une conduite économique. Orange et rouge,
vous tirez sur les batteries. Ces 3 bus sont les premiers du réseau Île-de-France à être mis en circulation. De 12 mètres de long, ils peuvent accueillir 85 voyageurs. C'est un honneur pour Saint-Quentin que la région, qui a financé l'intégralité de ces bus, les mette à disposition en premier de Saint-Quentin en Yvelines. La région Île-de-France a pour ambition d'équiper 100% du territoire en véhicules propres d'ici 2030. On passe à présent au reste de l'actualité en Île-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris. Pour se déplacer dans Paris, les transports en commun sont toujours plébiscités. La RATP a dévoilé son bilan 2018, une fréquentation en hausse, notamment dans les métros. Pour se déplacer à Paris, les transports en commun ont toujours la cote. La RATP a dévoilé son bilan 2018. La fréquentation est en hausse dans le métro, plus 1,3% de trafic, et dans le tramway, plus 6,5%. Bilan plus contrasté dans les RER et les bus. Si la ligne A a engendré 4 millions de trajets supplémentaires, le RER B en a perdu, moins 1,7% du trafic voyageur. Les bus ont transporté moins d'usagers, une baisse de 0,6%, c'est 6 millions de trajets en moins qu'en 2017. L'impact sur le chiffre d'affaires a été d'un peu plus de 3 millions au T4, au trimestre 4, et un peu plus de 3 millions au trimestre 1. Donc oui, on a vu l'impact, et puis ça a été surtout pour nous un enjeu opérationnel, puisque comme vous l'avez vu, on est arrivé à maintenir le service public des bus en étant extrêmement réactif, et sur les métros, évidemment, on était très coordonnés. Autre bémol, la crise des gilets jaunes a fait baisser la fréquentation dans les transports en commun les samedis de mobilisation. De gros projets d'investissement sont à venir sur le RER B, puisque nous sommes en train de dépouiller l'appel d'offres pour la fin de l'année, du changement de matériel roulant qui permettra d'augmenter la capacité de ce matériel de 25%. En 2018, la RATP a assuré plus de 3,389 milliards de trajets. Nous passons à notre rubrique Ça s'est passé. Comme chaque vendredi, nous vous ouvrons les archives de TV78 et nous revenons en mars 2006 avec l'inauguration du nouveau centre commercial Alpha Park au Clé-sous-Bois. Nous sommes très heureux, aussi bien sur le plan de la qualité au niveau de l'environnement, la qualité de l'architecture du centre, de la création d'emplois et de la taxe professionnelle que ça peut amener à la ville des Clés. Donc c'est une superbe réalisation. Étroitement associée au projet depuis le départ il y a 4 ans, la municipalité des Clés peut en effet se réjouir de l'arrivée de ce centre commercial Nouvelle Vague. D'abord parce que c'est toute l'entrée de la ville qui est ainsi complètement métamorphosée. Son aspect architectural particulièrement étudié lui vaut d'ailleurs le premier label Valor Parc décerné en France. Ensuite parce qu'il vaut 315 emplois, dont plus d'une centaine de créations pures. Nous avons voulu faire quelque chose de très différent de ce que l'on trouve habituellement dans les entrées de ville et dans le commerce de périphérie. C'est-à-dire que vous avez derrière vous énormément d'enseignes de périphérie, mais qui sont toutes reliées ensemble par une promenade couverte et à la fois découverte. Cette promenade est longée par une rivière. La locomotive de ce nouveau centre spécialisé maison et déco, c'est Castorama, qui a quitté Plaisir pour s'implanter sur une surface plus grande. 8 autres enseignes se partagent le second bâtiment, dont Cultura, spécialisé dans les loisirs créatifs, mais aussi les livres, les disques et le multimédia. Cultura qui ouvre ici son premier magasin dans les Yvelines. Quant à la concurrence avec le récent SkyWest, on affirme ici n'avoir aucune inquiétude. Avant de clôturer ce journal, une idée de sortie pour ce week-end, un concept inédit en Île-de-France vient de voir le jour à Fontenay-le-Fleury. L'établissement, baptisé Copains d'abord, abrite un bar-restaurant ainsi qu'un barbier et un tatoueur. Immersion avec Michael Midoro. À première vue, ce bar-restaurant n'a rien d'original. Des serveurs sont derrière le comptoir, des clients passent du bon temps en dégustant leurs boissons. Et pourtant, l'établissement est unique en Île-de-France. Sa particularité, les 250 mètres carrés abritent également un barbier et un tatoueur. Parce qu'on voulait quelque chose qui change.
On voulait pas juste faire un bar-restaurant. On s'est dit pourquoi pas mêler le bar-restaurant avec tout ça, histoire d'avoir vraiment un lieu de vie où on peut venir boire un verre, venir manger, on peut venir se faire couper les cheveux ou se faire tailler la barbe et éventuellement se faire un petit tatouage. Ce concept hybride baptisé Copains d'abord en référence à Georges Brassens a été créé par 2 enfants du secteur avec un objectif en tête, développer la ville de Fontenay-le-Fleury, un projet qui a séduit le coiffeur barbier des lieux. C'est vrai que dans notre jeunesse, on n'avait rien pour se poser tout simplement et passer des bons moments. Et puis voilà, le projet, ils me l'ont présenté exactement de cette façon. Ça veut dire, voilà, tu te souviens quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais ici ? La réponse, c'est quoi ? C'est rien, tout simplement. Et le fait d'allier des choses comme le tatouage, le barbeur et le bar, ça en fait un des endroits branchés. Depuis son ouverture le 21 mars, le bar tatoueur Barbier attire plusieurs dizaines de clients par jour. Les plus téméraires sont même repartis avec un petit souvenir pour un prix compris entre 60 et 80 €. Pour l'instant, il y a plutôt des petits tatous, c'est des flashs beaucoup, donc des dessins faits et les gens ont un coup de cœur et on les tatoue sur le moment. Cette adresse atypique prévoit d'organiser dans les prochaines semaines des diffusions de matchs, des petits concerts ainsi que des spectacles, toujours dans l'idée de répondre à la devise du bar « Copains d'abord ». C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Comme évoqué en début de journal, c'est la 25e édition du SIDAction ce week-end. Un numéro pour faire vos dons, le 110. Très bon week-end à tous.